Alors, je vais commencer par les dames. Lucie Fliger, qui est ingénieure d'études chez France Générosité et qui est par ailleurs doctorante en économie comportementale à la chaire ESOPS de Paris 1. J'ai le plaisir d'avoir à nos côtés ce matin Barry Wolf-Werf, directeur exécutif de European Research Network on Philanthropy. Il reviendra plus tard sur ERNOP et il se présentera plus en détail. Et enfin, Jörg von Schnurbein, qui est directeur fondateur du Centre de philanthropie, des études philanthropiques à l'Université de Bâle en Suisse. Donc, avant d'aller vivre dans le sujet, chaque intervenant va présenter son organisation et surtout pointer les travaux qui vont être adressés lors de cette présentation. Donc, je vais commencer par franche générosité. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est le syndicat professionnel des organisations qui font appel aux générosités en France. Ça fait 26 ans que l'on existe et nous rassemblons à ce jour 160 associations et fondations qui font appel aux générosités. Donc, nous avons trois missions. Une de plaidoyer, de défendre les droits et les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics en France et en Europe. Nous accompagnons aussi nos membres par un programme large pour leur montée en compétences et en connaissances. Et plus spécifiquement, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la mission de développer les générosités. Nous produisons et diffusons des connaissances sur les générosités, les tendances de la générosité en France. Et à cet effet, nous menons de nombreuses études. Alors, de temps en temps seul, mais la plupart en collaboration avec des acteurs du secteur public, du secteur de la générosité et de plus en plus nous rapprochons du secteur académique pour produire de la donnée afin de développer les synergies et d'augmenter la qualité de cette donnée. Je vais prendre l'exemple et cette étude va être, certains enseignements de cette étude vont être présentés par Lucie tout à l'heure. Donc l'exemple du panorama national des générosités que nous avons piloté en troisième édition avec l'Observatoire philanthropie et société de la Fondation de France. Cette étude, finalement, elle a servi et complété avec les analyses de la chaire philanthropie de l'ESSEC et encore de la Fondation de France, a servi de référence pour une étude européenne dont Barry va nous parler. Donc, c'était pour faire le lien. Pourquoi ERNOP est là? Nous nous rapprochons de l'ERNOP par rapport à le prétexte de cette étude, mais c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays européens. Et à travers cette relation avec l'ERNOP, nous avons rencontré Jörg de la Suisse qui va nous présenter certaines données d'évolution de la générosité en Suisse, en croisement avec ce que l'on peut observer en France. Donc, Barry, je vous laisse la parole pour présenter ERNOP. Merci. Yes, and I am apologize for not doing this presentation in English. I should practice my French much more. First of all, thank you, Nadege and Lucy, for inviting me to share some of our work. And also, I'm very happy to speak to you, a group that is engaged in philanthropy and fundraising in France. So, as shared already, it will be my aim to explain a little bit about what we are doing at the European Research Network on Philanthropy, and also to give you a little what to expect from our European study, our European mapping that we are doing on philanthropy in Europe. So, at the European Research Network on Philanthropy, our mission is to advance, promote, and coordinate research on philanthropy in Europe.
And we do that not for the sake of research in itself, but also very much to inform and advance the philanthropy sector. So it really serves your day-to-day work. ERNOP is a primarily academic network with nearly 300 members covering most European countries from a broad range of academic disciplines. But what we also see is that more and more people that are working in the philanthropy sector that have an interest in advancing the sector through research are joining our network. We bring research to philanthropy closer to those working in, with, and for philanthropy to a broad range of means. We have a quarterly podcast series, we have regular webinars, but perhaps also very interesting for you is our research notes series that are produced by practitioner experts. One of them is actually present today, which is Lucie, who delivered a research note. And what they do is they take an academic publication that has been written by an ERNOP member, for example, Georg von Schnurbein, and then take out what is most relevant for the people that are working in philanthropy, and we publish these on a quarterly basis. So a very well format that you can use in your day-to-day practice. If you're interested, please also join our practitioner experts list, and we will be happy to connect you to an academic that is working on a topic that is of interest to you. So, please, next slide. I am very much aware that reading big academic studies, research articles is very time consuming, and that it's difficult to to keep an oversight of who is doing what. So therefore, we publish on an annual basis a snapshot of European research on philanthropy, and I believe this can be a helpful source for you as well. So you can scan the QR code and find an overview of the most important research questions and topics of the European research institutions in Europe. So that's the brief introduction about ERNOP. You can go to the next slide. Voilà, maintenant c'est à moi. Je vous remercie vivement de votre invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Comme vous avez entendu, français n'est pas ma langue maternelle, donc je vous prie votre compréhension si certaines phrases ne sont pas tout à fait correctes. J'essaye de faire de mon mieux. Alors, quelques mots sur l'ETSEP, c'est le Centre d'études de la philanthropie en Suisse, ou le Center for Philanthropy Studies. Nous sommes un centre de recherche scientifique et de la formation continue à l'Université de Bâle. Dans la recherche, nous sommes concentrés sur les thèmes de la philanthropie, de bénévolat et aussi sur la gestion des organisations à but non lucratif. Dans la formation, on donne des cours à l'université, certainement, mais en plus, on offre aussi des cours de formation pour les praticiens des organisations à but non lucratif ou des fondations donatrices, euh, plutôt en allemand, en Suisse, mais aussi à Genève, par exemple, en français. On a aussi des MOOC, des Massive Open Online Courses, une en anglais. Si vous êtes intéressé, vous trouvez les informations sur notre site Internet. Et en plus, nous sommes aussi occupés de la transfert de la pratique et de la science en pratique. Donc, on offre quelques informations sur les chiffres, sur les secteurs
Je suis co-éditeur du annuel rapport sur les fondations en Suisse et aussi du Swiss Foundation Code, un outil pratique d'autorégulation pour les fondations donatrices. Euh, je crois que c'est tout au moment pour introduire le CEPS et si vous avez plus de questions, on peut certainement euh, répondre en ailleurs. Merci. Alors, une petite merci beaucoup pour ces introductions. Voilà, je vous donne le menu. Donc, on va rapidement, Barry va nous présenter plus en détail l'état de la connaissance sur les générosités en Europe. Puis nous aurons une séquence assez longue entre un croisement de données sur les évolutions des générosités en Suisse et en France. On va aborder les évolutions de la collecte et aussi les évolutions des profils des donateurs. On aura, comme je vous l'ai dit en introduction, un temps de questions-réponses. Et pour finir, je vais vous présenter rapidement, à partir d'une autre étude, le focus sur l'évolution de la collecte en 24 en France. Barry, c'est à vous. Yes. So, what I saw, what you saw on my previous slide, one of our core aims at EarnUp is to get a better understanding of philanthropy in Europe, and data is at the very heart of that. And back in 2015, we did a first comprehensive study on who is giving what to which charitable causes in Europe. At that moment, such a study did not exist. So it's a fairly simple question, right? So what amounts by which type of donors, and where do they go? Which causes are being supported? But when you really look to the information, to the data that is being collected, unfortunately, you would see that this data is not so easy to find. But this is the aim of the study we did in 2015 and that we are doing now again. Please, next slide. So let me just give you a short impression of what we find then in 2015. These data is all lower bound is estimation. So it is the least amount that we could really be confident as possible that are being donated by the different sources of philanthropy. We find 41.3 billion for households, 4.8 billion euros, again, very lower bound estimation by bequest giving. Corporate giving adds to 21.7 billion euros, and that includes sponsoring, but also work hours that are being donated by the employees of a corporation. Endowment or foundation giving, and here it is important that this only includes the donations that come from the endowment of an foundation, because if we would add the other income sources, we would count them double in the total estimation, but still they add up to 16.8 billion euros on an annual basis. And then charity lotteries, which are a strange form of lotteries, as they are independent from government and decide on themselves which charitable causes they support. And unfortunately, they do not exist in France or in Switzerland, but in other European countries, they add to 2.8 billion euros. So again, a lower bound estimation, and with some careful extrapolation, we could say that philanthropy in Europe at that time counted at least 100 billion euros
in 2013. So at that time, we found that data on philanthropy in Europe, in many countries, is simply missing, or it is fragmented. It can be found in different sources that are hardly comparable, and that's why we are very happy that we had so many researchers, academics that were voluntarily contributing their time and expertise to make to distill the relevant information from this data. Especially when we look at the data that is available for foundation giving, corporate giving, and the data is missing in many countries. If we look to bequest giving, there is hardly any data to be found about bequest giving, and given the really increase that is expected in bequest giving in the coming decades, this is really something to work on. Individual giving data availability is better. But I also want to note that two countries, or there are more countries, but two countries are really are in a luxurious position, and that it is really something to cherish, and that's really important that France and Switzerland do have relatively good data on philanthropy, and I am very much aware it can always be better, and I very much think that it should be better, but it's really valuable that for France, France Générosité is able to present this longitudinal data of relatively good quality, especially in comparison to other European countries. So next slide, please. What can you expect for the study that we are doing now? So we are doing this again. The last study, we included several European countries. You see them marked here in green and in blue, or sorry, in green and in yellow, that were included in our 2013 study. We are very happy that we are able to expand the information on data on donations by these different sources for a number of countries. I invite you, if you're interested, to sign up and stay up to date about the study that we are planning to launch by the end of the year. I would have very much wished that I was able to give you a sneak peek of the country comparisons at this very moment, but we are working very hard on that, and will be able to do so in September. So, but lucky for you, the countries that do stand out will be able to share something later in this presentation. Next slide, please. So what can you expect in September, when we will present the preliminary findings of this study at the European Research Network on Philanthropy Research Conference that will take place in Heidelberg on September 25 and 26. We will share the preliminary findings of this joint endeavor of more than 40 academics that study philanthropy. We will compare the data with other data sets, for example, the data set that has been collected by Philea. We will share a case on how making use of data and data collection can actually serve
advocacy, and also your conversations with policymakers. And we will learn about how we could make use of artificial intelligence, and when we start to combine the different data sets. Next slide, please. So this will be one of the sessions that we will have at the EURNOP conference, but there will be many more, and I very much invite you to join us there. So if you have an interest in data on philanthropy, but also other sessions that are related to fundraising, but also on foundations, volunteering. The broad scope of philanthropy research will be present there. Please be welcome to join us. Next slide, please. Finally, before I close my introduction, I would also like to mention our pre-conference event that really aims to bring together a group of and is dedicated to bringing together people that work in philanthropy as a practitioner and academics to discuss topics that are high on the agenda. It's a free access, but we have limited capacity. Um, for example, the session on the future of face-to-face fundraising could be very relevant to you. Please feel welcome to join us there. And with that, I would like to thank France Generosité again for the kind invitation to share a little bit of our work, and also what to expect from the study that we are working on at this very moment. And I wish you a very inspiring remainder of the webinar where you will go more in depth into the findings of France and Switzerland. Thank you. Thank you very much. Let's go to the. Allez, j'y vais en français. On y, on y va pour la partie de croisement des données entre la Suisse et la France. Donc, on va commencer par Jorg, qui va nous présenter les évolutions en Suisse de Didon. Merci beaucoup, Nadège. Voilà, malheureusement, on n'a pas une telle organisation comme France Générosité en Suisse. C'est pourquoi il faut prendre différentes sources de dates ou des données pour présenter quelques informations sur les dons en Suisse. Voilà, ici vous voyez le développement des dons en général. Ce sont des chiffres de la Fondation CEVO qui donne un certificat pour des organisations qui recherchent des fonds. Et vous voyez qu'en 2003, ça commence à 1 milliard de francs suisses. Donc, on peut aujourd'hui dire c'est plutôt 1 milliard d'euros. On a vu une forte croissance après la tsunami en Asie, et après c'est descendu aux situations avant. Mais c'était un peu le signe pour les organisations qu'ils peuvent collecter plus des dons en général en Suisse. Et c'est pourquoi il y a eu une professionnalisation du fundraising en Suisse après, et on voit une croissance stable sur les prochaines années. Et en 2020, avec Covid, on était pour la première fois, on était au-dessus de 2 milliards de francs suisses. Et après, avec la guerre
à Ukraine, ça a encore augmenté. Maintenant, on regarde, on espère un peu une décroissance, oui, euh, pour les prochaines années. Mais au moment, c'est environ 2 milliards de dons individuels en Suisse chaque année. La slide suivante, oui. C'est peut-être aussi intéressant parce que c'est un peu la question de la future du fundraising entre les dons traditionnels et les dons en ligne. Et là, on voit ah non, c'est premièrement les différences entre la Suisse et l'étranger, les dons nationaux et les dons internationaux. Et là, on voit que euh, certainement pour la guerre en Ukraine, euh, il y a une forte croissance des dons euh, pour les choses internationales, mais généralement, c'est un peu plus fort la croissance pour les dons nationaux, spécialement après la COVID. La slide suivante. Voilà, ce sont les informations sur les organisations d'entraide classiques, on dit. Donc, pas des organisations dans des matières culturelles ou de la formation, mais plutôt sociales et la aide internationale. Et là, on voit que presque la moitié des dons sont des ménages privés. Après, il y a aussi des legs qui sont aussi des ménages privés. Et après, il y a les ONG ou les fondations donatrices et aussi la chaîne du bonheur. Ça, c'est une organisation de recherche des dons fondée par le télévision et radio public en Suisse. Et pour après chaque catastrophe, par exemple maintenant avec cette grande désastre en Valais, avec les chutes dans les montagnes, ils font des collections spéciales pour ces causes-là. Même aussi pour des choses internationales, par exemple comme Gaza ou euh, les tremblements de terre à Turquie, ça fait quelques années. Alors, en général, vous voyez au milieu, c'est 1 milliard, 5 des dons pour ces causes-là par an. OK. Le prochain, la slide suivante. Maintenant, vous voyez le développement des dons numériques, donc digital. Et là, vous voyez que c'est encore pas beaucoup de choses. Donc, c'est 143 millions de francs, donc moins de 10% de tous les dons qui sont faits par paiement numérique. Mais il y a une croissance et c'est aussi un peu le futur du fundraising, je crois. Et il faut encore beaucoup de développement, spécialement si on voit que euh, pour les organisations d'entraide classiques, il n'y a pas vraiment une constante croissance là qu'on voit. OK, suivante. Merci. Les dons total par ménage par an sont estimés à 400 francs. Ça, c'est euh, une chiffre très haut. Euh, et là, sur la slide, vous voyez les différences entre le paiement classique et le paiement numérique. Et là, on voit que les paiements numériques en moyenne sont un peu plus bas. Et ça peut être expliqué parce que les plus forts donateurs et donatrices en Suisse sont les personnes âgées. Et pour eux, c'est certainement plus facile de faire les paiements classiques et les paiements numériques sont plus intéressants pour les personnes plus jeunes. Et là, c'est pourquoi il y a une différence entre les moyennes. Suivante. Ça, c'est maintenant une
chiffre très intéressant parce que en général, on voit que 71, pardon, 71, merde, 71% de la population euh, donne régulièrement. En Suisse, c'est un chiffre très haut. Et c'est le résultat du observatoire du bénévolat qui est fait euh, chaque 3 ou 4 années. Donc maintenant, on espérant le prochain observatoire du bénévolat en fin d'août pour la Suisse. Et le montant donné par an, vous voyez aussi qu'il y a une grande différence entre jusqu'à 90 francs et 5000 francs au plus en Suisse. Donc là, je crois que c'est un peu comme dans tous les pays qu'il y a des différences dans la population. Et suivante, oui. Alors, ce sont des informations un peu plus générales sur les dents en Suisse. Merci. Merci beaucoup, Jorg, pour ces chiffres sur la Suisse qui sont très intéressants et où il y a des points communs et des divergences avec la France que je vais justement présenter maintenant. Du coup, comme Nadège le disait en introduction du webinaire, donc l'an dernier, on a réalisé et publié la troisième édition du Panorama national des générosités en collaboration avec l'Observatoire Philanthropie et Société de la Fondation de France. Donc cette étude, elle avait trois objectifs distincts qui sont à la fois estimer la générosité en France à un instant T, donc là en 2022, comprendre les évolutions et les tendances de la générosité en France et comprendre qui sont les bénéficiaires des dons. Donc aujourd'hui, j'ai surtout présenté les deux premiers objectifs. Mais pour que vous compreniez, du coup, l'idée pour pouvoir répondre à ces objectifs, ça a été de chercher de la donnée et c'était un peu ce qui a été mis en avant par Barry aussi en introduction. Et du coup, pour pouvoir à la fois estimer les générosités et comprendre leurs évolutions, on s'est basé principalement sur les données fournies par la Direction générale des finances publiques pour les dons des particuliers, des entreprises et les dons et legs aux organismes publics. Donc, quand on fait l'estimation générale, on essaye d'y ajouter toutes les données dont on sait qu'elles ne sont pas comptabilisées dans les données fiscales, afin d'éviter notamment le double comptage. Et pour l'analyse en historicité, dans le panorama, vous pouvez aussi voir quelques ajouts parfois de données qu'on estime pertinentes pour pouvoir éclairer ou approfondir les données de la DGFiP. Et donc, vous pouvez télécharger dès à présent le panorama et sa synthèse sur le site de France Générosité. Donc, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, vous voyez ce joli cœur qui représente le total de la générosité des Français en 2022. Donc, ça représente 9,2 milliards d'euros au total. Donc là aussi, on est, comme le disait Barry pour l'Europe, on est sur une estimation basse, hein. Mais donc cette générosité, 58% a été effectuée par des particuliers, ce qui représente 5,4 milliards d'euros au total, et 42% ont été effectués par des entreprises, ce qui représente 42% du total. Donc les particuliers, on a distingué en trois catégories. Ce qu'on a appelé les dons déclarés au titre de l'IR et de l'IFI, donc qui sont vraiment les données fiscales, qui représentent 3,641 milliards d'euros en 2022. Ensuite, on y a ajouté 456 millions d'euros de dons qu'on nomme non déclarés, qui sont par exemple les événements de collecte, les quêtes en rue, etc. Et ensuite, on a estimé à 1,3 milliard d'euros les libéralités et assurances vie. De l'autre côté du cœur en bleu, on a donc le mécénat où on a 2,650 milliards d'euros de mécénat déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés, donc là aussi données fiscales. Et on a estimé à 1,2 milliard d'euros le mécénat non déclaré. Donc, je vais zoomer dans un premier temps sur les entreprises pour aller ensuite sur la partie qui nous intéresse plus aujourd'hui, à savoir le don des particuliers. Hop, et si mes slides veulent bien fonctionner, voilà. Donc, si on regarde l'évolution du mécénat déclaré, du mécénat d'entreprise déclaré entre 2010 et 2022, on peut voir qu'on est passé donc de un peu moins de 1 milliard d'euros en 2010 de mécénat déclaré à 2,650 milliards d'euros en 2022.
Donc, il y a une croissance qui est assez importante, hein, qui est de l'ordre de 174%, avec une croissance annuelle moyenne de 9%. Ce mécénat, il a été effectué en 2022 par plus de 142 000 entreprises, ce qui représente une multiplication de près de 5 du nombre d'entreprises mécènes, puisque c'était 28 000 en 2010. Et c'est aussi intéressant de voir que c'est une pratique qui se répand de plus en plus au sein du secteur économique français, puisque en 2022, c'est 6% des entreprises qui sont mécènes contre 2% en 2010. Donc cette croissance du mécénat, elle a été largement portée par les TPE, donc très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises, puisque la part des TPE parmi les entreprises mécènes a augmenté, passant de 46% à 62% en 2022. Et le montant de dons effectués par les TPE et les PME a lui aussi augmenté, puisqu'il représentait 15% de l'ensemble du mécénat en 2010. Et c'est en 2022, 34% du mécénat qui a été effectué par cette catégorie d'entreprises. Et donc, on a une baisse petit à petit de la concentration du mécénat effectué par les grandes entreprises, puisque elle représentait 63% en 2010 du montant effectué contre 42% en 2022. Donc, il y a vraiment une progression positive. Ensuite, si je passe sur la partie des particuliers, des dons effectués par les particuliers, il y a évidemment la question des libéralités et assurance vie, qui est un levier de croissance potentiel à venir pour les structures collectrices de dons. Donc, il faut, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a une croissance continue des libéralités entre 2005 et 2022, puisqu'on était à peu près à 508 millions de libéralité en 2005 contre un peu plus de 1 milliard d'euros en 2022. Donc c'est une ressource qui est assez volatile, hein, je pense que vous le savez, mais malgré cette volatilité et le fait qu'on voit un petit peu des pics et des baisses sur ce graphique, on observe que la croissance est positive et continue sur la période puisqu'elle est de l'ordre de 5% en moyenne par an. Enfin, sur une autre étude de franche générosité, sur un plus petit panel, on a pu regarder un peu le type de libéralité qui sont perçues par les entreprises, les organisations pardon, collectrices. Et on observe ces dernières années une progression de la part des assurances vie qui représente aujourd'hui 30%, enfin aujourd'hui en 2022, pardon, qui représente donc 30% de l'ensemble des libéralités perçues par les associations du panel. Et donc maintenant, si je rentre dans le vif du sujet et qu'on regarde ce qui se passe pour les dons des particuliers, et là, donc plus particulièrement les dons déclarés des particuliers. Donc comme je vous le disais quand je vous présentais le cœur, on est à 3,6 milliards d'euros de dons déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière en 2022. Donc, c'est un montant qui est en croissance sur l'ensemble de la période, puisque en 2006, on était à 1,5 milliard d'euros de dons déclarés par les particuliers. Donc, c'est une croissance annuelle moyenne de 6% sur la période. On voit qu'il y a eu un petit tassement des dons déclarés entre 2016 et 2018, mais qu'on a une belle progression depuis 2019, qui s'explique notamment par le Covid et la guerre en Ukraine. Maintenant, si je regarde le nombre de donateurs ou de foyers fiscaux donateurs et leur évolution sur la période, on observe là une évolution qui est un petit peu plus en dents de scie. Donc, en 2022, on est à 5,5 millions de foyers fiscaux donateurs en France, ce qui est une croissance par rapport aux 4,8 millions de 2006. Mais on voit que sur la période, il y a eu un plateau plus important autour de 2013-2015 où on avait où on a atteint presque 5,8 millions de foyers fiscaux donateurs en 2015. Et après, on a eu vraiment une baisse du nombre de foyers fiscaux donateurs entre 2015 et 2019 pour atteindre jusqu'à 4,9 millions, enfin presque 5 millions de foyers fiscaux donateurs en 2019. Et donc, on a bien une reprise du nombre de foyers fiscaux donateurs depuis 2019, ce qui est certainement lié là aussi au Covid et à la guerre en Ukraine.
En revanche, si on regarde l'évolution du don moyen annuel déclaré par les foyers fiscaux donateurs, on observe sur la période qu'il y a une croissance continue qui n'est pas du tout euh, euh, impactée par cette évolution en dents de scie du nombre de foyers fiscaux donateurs. Donc, on est passé de 320 euros de dons en moyenne par foyer fiscal par an en 2006 à 656 euros de dons déclarés en moyenne par an par foyer fiscal en 2022. Ce qui, en gros, le montant de dons moyens a été multiplié par deux sur ces deux périodes, entre ces deux périodes. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Jorg pour ouvrir la séquence sur le profil et le comportement des donateurs pour la Suisse. Merci, Lucie. De rien. J'ai essayé de mettre quelques chiffres ensemble qui donnent un peu ou informent un peu sur le profil social des donateurs. Comme vous voyez, il n'y a pas grande différence entre hommes et femmes et aussi de la situation où on habite, donc la ville, commune d'agglomération ou une commune rurale. Euh, mais il y a une différence, comme j'ai déjà dit, par rapport de l'âge. Donc, avec euh, le, le montant des donateurs augmente avec l'âge. Donc, les plus âgées personnes dans la catégorie les plus âgées, il y a beaucoup plus de donateurs que dans les jeunes. Euh, c'est bien sûr expliqué par la situation économique, mais c'est aussi probablement une question euh, culturelle ou de comportement et de la tradition. Euh, Comme vous voyez, vous savez, peut-être la Suisse a trois parts dans des différentes langues. Donc, la Suisse italophone, donc le Tessin, la Suisse francophone et la Suisse alémanique. Et là, on voit petites différences, mais aussi pas grande chose. Et dans des études euh, avant, il était expliqué un peu avec les différentes influences culturelles des voisins, donc l'Allemagne, l'Italie et la France, parce que naturellement, tous les pays, les parts du pays sont un peu orientés vers les grands voisins là. Euh, slide suivante, s'il vous plaît. C'est encore un peu la question du revenu du ménage. Là, on voit aussi qu'avec plus de revenus, il y a un grand, plupart des ménages qui donnent. Mais dans d'autres études, on a aussi trouvé que les ménages moins riches donnent plus d'une manière euh, relatif, pas absolu, mais relatif. Mais certainement, s'il y en a plus de monnaie, on peut donner plus, ou plus souvent. La situation professionnelle est aussi intéressante. Là, on voit que d'être en formation ou d'être au chômage est certainement difficile à faire des dons, mais aussi la moitié des personnes au chômage fait des dons. Euh, et dans les autres euh, situation, on voit un peu les mêmes chiffres, mais les personnes à la retraite, comme on a vu avant, sont les personnes qui donnent le plus. Et la slide suivante. Et finalement, les causes des dons, là, on a eu un changement, ça fait quelques ans maintenant. Euh, Historiquement, les intéressés, intérêts en faveur des jeunes étaient toujours les plus importants. Mais certainement, depuis toutes les discussions sur le changement du climat, et la protection d'environnement prenait la première place. Et là, on voit une différence entre les personnes
euh, plus jeunes et âgés. Donc, chez les personnes plus âgées, la faveur des jeunes est encore la première classe, mais en général, maintenant, c'est l'environnement et aussi des personnes touchées par la pauvreté et à l'étranger. Euh, oui, je crois que c'est tout ce que je veux dire maintenant. S'il y a des questions spécifiques, on peut encore parler de ça après. Merci, Lucie. Merci beaucoup, Jorg. Du coup, je vais continuer avec la France et puis on prendra les questions après, comme ça, on pourra tout prendre d'un coup. Alors, pardon, j'ai des petits problèmes de slide. Voilà. Donc, si je reviens donc sur le panorama national des générosités, donc on est bien toujours sur les données fiscales. Et l'avantage de ces données, c'est qu'elles nous permettent d'avoir quelques informations sur le profil des donateurs, même si elles ne nous permettent pas toujours d'être en finesse sur certains aspects. Donc, par exemple, on peut regarder l'âge, et je vais préciser, c'est pas l'âge du donateur, puisqu'au final, au sein d'un foyer fiscal, on ne sait pas nécessairement qui est le donateur au sein de ce foyer. Donc, là, je vais vous présenter des chiffres d'âge qui vont vraiment s'appuyer sur l'âge du déclarant principal au sein du foyer fiscal, qui n'est pas nécessairement, du coup, le donateur. Mais ça nous permet quand même d'avoir un petit peu une idée de où sont nos donateurs et leur profil. Et donc, si on regarde l'âge du déclarant principal du foyer fiscal, on voit que dans les foyers fiscaux dont le déclarant principal a 70 ans et plus, 21% d'entre eux sont donateurs. Et de l'autre côté du spectre, chez les foyers fiscaux où le déclarant principal a moins de 29 ans, ce sont seulement 4% d'entre eux qui déclarent un don à l'administration fiscale. Donc, on a a priori une surreprésentation des donateurs chez les plus âgés. Si on regarde cette fois-ci la donnée sous un autre prisme, on peut voir que les foyers fiscaux donateurs dont le déclarant principal a 70 ans et plus représentent 33% des foyers fiscaux donateurs et effectuent 36% des dons. Pour les foyers fiscaux donateurs dont le déclarant principal a entre 60 et 69 ans, ils représentent 20% des donateurs et 20% de l'ensemble des dons effectués. Alors que de l'autre côté du prisme, les moins de 29 ans représentent 4% des donateurs, des foyers fiscaux donateurs, pardon, et effectuent 3% des dons déclarés. Ce qui nous montre qu'il y a une concentration des dons déclarés autour des foyers fiscaux dont le déclarant est âgé ou a plus de 60 ans. Et on voit que cette concentration, elle est à la fois en termes de montant et en termes de nombre de foyers fiscaux donateurs. L'avantage des données fiscales, c'est aussi qu'elles nous permettent de regarder un petit peu ce qui se passe en termes de revenus. Et donc pour ça, on a utilisé une donnée qui nous a été donnée par donc la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, qui est donc le revenu fiscal de référence par unité de consommation, donc le RFR par UC. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est pour ne pas vous perdre. Donc, l'unité de consommation, c'est tout simplement une pondération qui est utilisée notamment par l'INSEE pour pouvoir comparer des foyers de composition et de taille différentes. Parce que l'idée, c'est tout simplement de se dire qu'un foyer de 4 personnes ne consomme pas nécessairement 4 fois plus qu'un foyer d'une personne. Par exemple, votre loyer n'est pas 4 fois plus cher parce que vous êtes 4 personnes. Donc, le déclarant principal au sein d'un foyer fiscal va toujours représenter une unité de consommation. Puis tous les autres adultes de plus de 14 ans vont représenter une demi-unité de consommation. Et les enfants donc de moins de 14 ans vont, eux, représenter 0,3 unités de consommation. Pour pouvoir comparer les écarts entre les plus modestes et les plus aisés, on a utilisé la méthode des déciles. Donc la méthode des déciles, c'est l'idée qu'on a un outil statistique qui va ordonner les foyers fiscaux en 10 parts égales, de sorte que 10% des foyers fiscaux auront un revenu de référence par unité de consommation inférieur à D1 et 10% des foyers fiscaux auront un revenu fiscal de référence par unité de consommation supérieur à D9.
Si j'essaye de exemplifier ça pour que ce soit un petit peu plus clair, on peut prendre l'exemple de Monsieur et Madame Dupont. Donc, c'est pas le début d'une blague. C'est Monsieur et Madame Dupont qui ont donc un fils de 15 ans. Admettons qu'ils ont un revenu fiscal de référence qui est déclaré donc à l'administration fiscale pardon, de 80 000 euros par an. Donc, monsieur, enfin, ou madame qui vaut une unité, puisqu'il est le déclarant ou la déclarante principale du foyer fiscal, va valoir 1. Et le fils et le conjoint ou la conjointe vont valoir 0,5 chacun. Donc, au total, il y a 2 unités de consommation dans ce foyer fiscal. Et donc, si je prends ces 80 000 euros de revenu fiscal de référence et que je le divise donc par 2 unités de consommation, j'ai donc 40 000 euros euh, de revenu fiscal de référence par unité de consommation au sein de ce foyer fiscal. Ce qui veut dire que monsieur et madame Dupont et leur fils ont un revenu fiscal de référence supérieur à D9 et appartiennent donc aux 10% les plus aisés. C'est une explication un peu en détail, mais l'idée, c'est surtout de comprendre que là, je vais faire référence par la suite aux 10% les plus modestes et aux 10% les plus aisés, et que vous ayez un petit peu en tête comment cela est calculé. Donc, si on regarde les dons et notamment les profils des donateurs selon leurs revenus, on voit qu'il y a une surreprésentation des donateurs chez les personnes les plus aisées, puisque 37% des 10% les plus aisés ont déclaré un don à l'administration fiscale en 2022, contre seulement 1% des 10% les plus modestes. On peut donc supposer qu'il y a une surreprésentation des donateurs chez les plus aisés au regard de ce chiffre. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui a été mis notamment en avant par Jorg pour la Suisse, c'est aussi de voir ce qui se passe un petit peu en termes de montant des dons et d'efforts réels effectués par ces donateurs. Donc, sans surprise, quand on regarde le don moyen par décile, on voit qu'il est nettement plus élevé chez les 10% les plus aisés, puisque c'est 1137 euros de dons en moyenne par foyer fiscal par an pour les 10% les plus aisés qui sont déclarés en 2022. Alors qu'à l'inverse, chez les 10% les plus modestes, on est sur 415 euros de dons en moyenne par foyer fiscal par an pour les 10% les plus modestes. En revanche, quand on regarde le taux d'effort qu'on a calculé, donc en regardant en fait le revenu imposable total du décile et les montants totaux des dons effectués par les déciles, on observe qu'il est plus important chez les plus modestes, puisqu'il est de l'ordre de 0,7% chez les plus modestes, chez les 10% les plus modestes, alors qu'il est de 0,5% chez les 10% les plus aisés. Donc, on a bien une concentration des dons autour des plus aisés, mais on observe qu'il y a un effort en fait relatif qui est plus important chez les plus modestes. Et ça rejoint tout à fait ce que nous a présenté Jorg pour la Suisse. Et je vais donc passer maintenant la parole à Nadège sur les causes qui sont priorisées par les donateurs. Merci Lucie. Oui, c'était là où je vais ouais. Je vais parler à partir d'une autre étude. Hein. C'était pour un petit peu faire le regard de la slide que Jorg nous a proposée pour la Suisse. Donc là, je parle d'une étude qui est un sondage auprès de 4000 personnes âgées de 15 ans et plus que l'on effectue avec IFOP chaque année. Ce terrain a eu lieu en mars 25. Et donc, on pose la question aux Français, à ces 4000 Français représentatifs de la population française, quelles sont les causes parmi cette liste qui sont pour eux prioritaires en classant 1, 2, 3. Donc, si je fais le regard par rapport à ce que Jorg nous a proposé, alors on n'a pas les mêmes items il y en a beaucoup plus que sur la slide pour la Suisse, mais ce qu'on nous on remarque en France par rapport à cette étude et à cette question posée, c'est que le trio de tête qui est l'aide et la protection de l'enfance, la protection des animaux et le soutien à la recherche médicale sont depuis plusieurs années notre trio de tête.
avec, et je l'ai souligné en vert, nos 3 items qui font référence, et ce que Jörg disait dans cette première cause qui additionnait, on va dire, la cause environnementale large, à la fois sur le vivant animal et sur l'environnement plus largement. Donc, si on additionnait ces 3 causes soulignées en vert, on serait effectivement dans une première cause qui est jugée prioritaire par les Français. Vous avez aussi les évolutions à droite sur les autres années, puisque c'est un vrai baromètre. Cette étude, on l'a faite en mars toutes les années, et on voit que effectivement, en 25, il y a eu une petite légère baisse de la cause de lutte contre le changement climatique, et c'est effectivement par rapport au contexte, peut-être aujourd'hui un signe bon, inquiétant peut-être, mais ça, je mets un jugement. Donc, par rapport à cette séquence où on a croisé un petit peu nos observations. Donc, on est en question-réponse ou la suite? Non, non. Donc la suite, pardon. Donc oui, pardon. Avant les questions-réponses, on va un petit peu résumer. Jörg de son côté et nous d'une autre, un petit peu ce qu'on voit en évolution marquante sur les évolutions de la générosité. Oui, merci. Alors, premièrement, et je crois que c'est une question qui était déjà posée dans le chat, c'est la question s'il y a encore possible d'avoir une poursuite de la croissance des années passées. Et généralement, je crois que c'est possible, mais il y a certaines questions qui sont connectées avec ça. Euh, donc, je crois, la question, c'est un peu l'urgence des thèmes sociaux, donc aussi la pertinence des thèmes traités par les médias, parce que on voit que euh, les, les donateurs aujourd'hui sont moins fidèles qu'avant, donc ils sont plus intéressés par les thèmes que par une organisation spécifique. Donc, s'il y a quelque chose dans les médias, les personnes sont ouvertes à donner et ils répondent à ces causes, mais on ne voit pas, peut-être en futur un peu moins, que une personne donne à une organisation pour 10 ou 20 ans. Euh, En plus, je crois aussi euh, que euh, c'est important que les organisations à but non lucratif sont capables d'attirer euh, des nouveaux groupes de donateurs, notamment les plus jeunes. Et là, je vois une connexion à le thème de impact investing. Ça veut dire que la jeune génération des philanthropes sont intéressés par la mise à disposition de leur patrimoine à des fins d'utilité publique, mais avec la possibilité de ne pas le perdre complètement, comme dans le cas d'un don. Donc, par exemple, faire un investissement pour 10 ans et dans ce 10 ans, l'organisation peut utiliser les taux de ces investissements pour un cas d'utilité publique, mais après, l'investissement est au retour du donateur. Donc, des constructions comme ça, je crois, sont plus importantes pour l'avenir. Euh, mais en général, je vois aussi une possibilité qu'il y a encore plus des dons euh, dans la société, aussi dépendant du développement économique. Euh, oui, la deuxième cause, j'ai déjà dit un peu, donc il y a une rapidité des thèmes et dépendance vis-à-vis la couverture médiatique. Donc,
Ça veut dire, ça pose une question pour les organisations qui sont pas, qui travaillent dans des thèmes qui n'ont pas être couverts par les médias, par exemple la santé des personnes dans des pays étrangers. Là, on écoute pas beaucoup et donc c'est un peu la difficulté, je crois, dans ces cas-là, les causes comme ça pour trouver des dons en futur. Euh, En plus, on a un changement des générations et de comportement en matière de dons. Donc, je crois aussi la tradition, par exemple, de mailing, c'est difficile en futur parce que nous n'avons pas encore plus des lettres et des choses comme ça. Donc, il faut changer un peu les manières comment on récolte les dons. Et finalement, une évolution intéressante, spécialement maintenant avec tous les changements politiques internationaux. C'est la relation entre les dons nationaux et internationaux. Euh, Peut-être on voit une croissance des causes internationales parce que les gens pensent que euh, il est nécessaire de faire des dons international parce que au moment les le soutien international de la politique est descendu et ça peut causer des problèmes dans des thèmes nationaux, par exemple la culture ou la formation. Pas vraiment dans les thèmes sociaux peut-être, mais je vois plus le problème pour des thèmes comme la culture ou l'éducation. Voilà, merci. Et je donne la parole à Lucie, je crois. Ou Nadège. Je ne sais pas. Merci, c'est vraiment très intéressant voilà, d'avoir ces faits marquants en Suisse. Il y a des convergences, divergences. Donc, par rapport à la France, ben, on est dans un contexte plutôt tendu. Donc, on est sur, oui, effectivement, une baisse des financements publics, donc une pression sur la générosité pour financer les missions sociales. Alors on n'est pas revenu sur les graphiques, mais il y avait notamment sur les legs, on avait une évolution du nombre de collecteurs, sur les dons des particuliers aussi. Dans notre panorama, on a mis le lien dans le chat. Il y a toute une séquence sur certains organismes collecteurs et notamment on a fait un zoom cette année sur les organismes de presse qui sont de plus en plus collecteurs de générosité pour garantir leur indépendance notamment. Et là, je vais faire un lien avec ce que Jorg disait et ce que l'on voit dans les courbes sur ces dernières années, une augmentation de l'ampleur et de la fréquence. Tous les ans, il y a une grosse urgence médiatisée et qui, de fait, impacte. Alors, les Français, en tout cas, répondent, et ce que j'ai vu dans les courbes des Suisses, répondent favorablement pour donner pour venir en aide aux victimes de ces catastrophes. Cela dit, et je vais revenir dans la séquence du baromètre, ça peut aussi faire, entre guillemets, quid des causes qui ne sont pas médiatisées à ce moment-là, et il peut y avoir des causes un peu moins médiatisées, donc un peu oubliées. Donc les signaux encourageants tout de même, ben, j'aime bien ce chiffre, j'aime bien cette donnée, et c'est que les Français, par rapport aussi aux autres parties prenantes de la société, font confiance aux associations. On est à 64% des Français qui font confiance aux associations en 24, plus 4 points par rapport à 23. Effectivement, on est dans un constat, dans une obligation de renouveler, comme on l'a vu, nos donateurs historiquement âgés, avec d'attirer les jeunes générations et par rapport à plein d'études croisées. Donc vous avez à droite quelques données que j'ai
que j'ai compilées pour signifier que oui, les jeunes s'engagent, les jeunes générations s'engagent par le don d'argent, mais par le don de temps. Elles s'engagent différemment. Ce que Jörg disait, c'est comment on va les attirer, comment on va leur parler. Est-ce que le courrier papier, c'est la solution? Je ne pense pas. Donc il y a ce signaux qui est là. Après, c'est comment on s'adapte. Pour les libéralités, il y a une conjoncture démographique et patrimoniale qui est très très favorable. Donc il y a une opportunité de conjoncture qui est là. Et pour le mécénat d'entreprise, comme le disait Lucie, on a de plus en plus d'entreprises qui sont mécènes parmi les TPE-PME. Il y a ce qu'on appelle un mécénat plus territorial et c'est quelque chose qu'il faut, pour les causes qui sont plus locales, c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Alors, maintenant, on est sur la question, la séquence questions-réponses. Donc, je vais essayer, et Jörg, vous avez déjà répondu à certaines que vous avez pu voir. Je vais essayer de les adresser, de les compiler. Il y en a un petit peu partout. Alors, je vais essayer de dissocier ce qui était peut-être pour la Suisse et la France. Il y avait une question, Yang, mais il y avait un graphe qui disait qu'il n'y avait pas trop de différence entre les cantons, le ruralité et les villes, mais il y a une question, les dons sont-ils plus déconcentrés par canton, la notion d'intervention territoriale des associations et fondations, ou concentrée sur les grands centres urbains? Dans le graphe que vous aviez montré, je ne pense pas, mais Alors, je crois que les donateurs les sont dons sont-ils répartis. plus concentrés? Ouais. Ouais, ouais, ils sont répartis de manière égale entre les villes et les campagnes, mais à l'autre côté, les bénéficiaires des dons sont plus concentrés dans les villes. C'est parce que ce sont des institutions comme les hôpitaux, les musées, les universités, mais aussi des personnes en difficulté sociale sont plus nombreux dans les villes comme à la campagne. Donc, on n'a pas une concentration des donateurs, mais une concentration euh, des bénéficiaires. On a une fois fait une comparaison pour le canton de Zurich, et là, on a eu une chiffre de 500 millions francs de donations déduits par les taux. Et à l'autre côté, on a eu un chiffre de 700 millions de dons reçus par des institutions dans le canton. Donc là, on voit un peu la concentration à côté des bénéficiaires. J'ai une autre question. Alors là, c'était sur la fiscalité des dons en Suisse par rapport à la France. Est-ce que, Ah, j'ai pas vu. Euh, c'est dans le chat là, c'est pas dans le oui. question-réponse, mais est-ce que vous avez, Jörg, Bon, pardon. je ne vois pas la question maintenant, mais généralement, en Suisse, il y a une déduction de 20% comment on dit, euh, income, Oui, de revenus, Revenu, ouais. de revenus en général. Il y a quelques euh, euh, Exception. cas spécial. Par exemple, je crois dans le canton de Neuchâtel, il y a seulement 10% et dans le canton de Bâle-Campagne, il y a 100%. Mais en général, les 20% ne sont pas touchés par beaucoup des personnes. Donc, on a fait une fois une analyse pour 4 cantons et là, il y a eu moins de 1% des personnes qui payent des taux qui ont touché les 20%, la marque des 20%. Donc, généralement, les personnes donnent moins de ces 20%. merci.
Alors, je vais maintenant prendre les questions avec Lucie, peut-être sur la partie plutôt France. Il y avait le mécénat des entreprises. A-t-on des éléments sur la répartition entre les différents territoires? Alors là, je vous indique l'étude d'Anne Mical sur le mécénat d'entreprise qui est sortie et on a fait une restitution conjointe en décembre où ils font toute une analyse par territoire. Donc, je vous invite à aller sur leur site Anne Mical pour aller voir ces données très intéressantes qui sont issues de leur étude. Alors, donc, il y a certaines données qui sont, alors je vous invite vraiment sur des données assez que vous souhaiteriez sur, donc je vois des données un petit peu issues du panorama, je vous indique vraiment, alors c'est pas, je me défausse pas, c'est le rapport fait 80 pages, il est accessible, je vous ai donné le lien, il y a bien sûr une synthèse, mais il y a toute la donnée très très fouillée et précise qui peut répondre à certaines de vos questions plus particulièrement sur la data. Alors, il y a une question, les foyers aisés donnent plus ou déclarent plus? Ben, je pense les deux. Effectivement, il y a un chiffre qu'on n'a pas donné là, mais on sait par sondage que 35% des Français donateurs ne déclarent pas, des Français donateurs ne déclarent pas leurs dons et ce pourcentage est beaucoup, beaucoup plus faible pour ceux qui font des dons élevés. Donc, effectivement, il y a un petit peu des deux. Et oui, dans les données fiscales, il y a des dons que l'on ne peut pas observer, donc des dons faits par des personnes qui ne déclarent pas. C'est les limites de nos données. C'est pour ça qu'on essaye de croiser dans le panorama pour l'estimation 2022 en allant chercher les dons dont on sait qu'ils n'ont pas été déclarés. Mais on ne peut compter que ce que l'on a. Alors, j'ai le sentiment que dans d'autres études de vos études, la tendance était plutôt à la baisse des dons. Donc là, ça va faire une transition peut-être avec la prochaine séquence. Où là, je vais parler d'une toute autre étude qui est une autre étude phare annuelle sur le baromètre de la générosité, où on est à partir de et là, ce ne sont plus les données déclarées ou pas des particuliers, mais là, on s'appuie sur les données collectées par 57, donc pour cette édition, 57 organisations qui participent à cette étude. Donc, c'est les dons collectés depuis 20 ans. Donc, on a une belle historicité. Donc, sur ce panel de 24. Ce sont 40 millions de donateurs non dédupliqués qu'on rassemble. Et en cumulé, c'est plus d'1 milliard de dons de ces 57 reçus par ces 57 associations et fondations. Donc, je parle des dons uniquement des particuliers hors legs et on écarte les dons exceptionnels de 250 000 euros. Dans le périmètre de référence également, on isole, on peut les rajouter et vous verrez, j'ai une séquence là-dessus. On isole les dons qui ont été topés sur les urgences médiatisées. Donc cette étude, voilà, vous avez les 57 organisations qui ont participé et qui sont par ailleurs membres de France Générosité. Donc donc pour répondre par rapport à la question sur l'évolution globale, donc la slide suivante, l'évolution globale, donc on voit donc depuis 10 ans qu'une évolution constante avec une baisse en 2018 avec le passage de l'ISF à l'IFI à l'ISF qui a effectivement fortement impacté le montant des dons collectés. Là, par rapport à 2024, on voit une progression de plus 1,9%, donc timide par rapport aux progressions qu'on a vues. Donc, je redis, c'est hors urgence médiatisée. On est dans une progression en euros courants à plus 1,9
une timide progression. Slide suivante, voilà, là c'est la courbe qui montre les progressions annuelles depuis 2013. Et donc là, on voit que 2024, la progression 2024 par rapport à 2023, 1,9, et une des progressions les plus faibles avait celle de 22 par rapport à 21. On est donc dans une progression, mais molle. Slide suivante. On est donc là, si on réintroduit dans notre jeu de données les dons qui sont topés sur les urgences tous les ans. Donc les dons urgences sont la partie rouge. On est donc pour 24 par rapport à 23. On n'est plus dans une progression de 1,9, mais à 3% avec une forte réponse des Français pour le cyclone qui a eu lieu à Mayotte. Et comme vous le voyez, dans la courbe, et là, on a regardé ce que pesaient dans la collecte annuelle les dons urgences, et donc on est en moyenne à 5% sur ces années 20, 22, 23, 24. Presque 5% de la collecte en montant est issue des dons urgence. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Jorg et moi-même, voilà, sur les prochaines, et je pense que voilà, malheureusement, les urgences vont s'enchaîner. Quid de l'impact de la collecte sur des causes qui sont de fait moins visibles? C'est une question. On regarde aussi dans notre baromètre la saisonnalité, donc elle est quand même toujours la même, hein. C'est les dons des particuliers sont concentrés dans le dernier trimestre. 40% du montant des dons arrive au troisième trimestre de l'année. Je ne sais pas, York, si c'est la même chose, en Suisse. Oui, Ouais. oui, c'est la même Ouais. chose. Les dernières 6 semaines de l'année sont les plus importantes. Oui, le mois de décembre, c'est 25% de la collecte annuelle. Et prochaine slide. Effectivement, donc là, je zoomais un petit peu ce qui s'est passé en 24 par rapport à 23, hein, sur ce qu'on observe. Donc, on a eu en début d'année 24 une belle progression au premier semestre. On avait 3,1. Et finalement, ça ne s'est pas confirmé au deuxième semestre. On a une progression que de 1% avec, et signe effectivement peu encourageant pour 25. Après, on présume pas, mais c'est que on a eu vraiment un ralentissement sur les derniers mois de l'année 24, donc en novembre. Essentiellement en perdant 3% de montant comparé à novembre 2023, et en décembre on a fait moins 0,3%. Et donc, effectivement, ce fort ralentissement de la collecte en fin d'année 24, dans un contexte complètement chahuté, nous inquiète pour 2025, puisque le contexte s'est pas amélioré. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'évolution par type de don, hein. On sait qu'il y a une distinction entre la collecte des dons ponctuels et en dons réguliers. Ce qu'on observe, et vous voyez ces courbes qui sont des courbes de montant. Donc à gauche, les dons ponctuels, l'évolution des montants des dons ponctuels. On est flat en 24 par rapport à 23. En revanche, pour les dons par prélèvement automatique, on a une belle progression de 4% qui se confirme chaque année. Donc là, si je vais zoomer plus sur la part finalement de progression, donc on observe de 2005 à 24 une progression dans le montant total collecté de la part des dons par prélèvement automatique qui, en 24, sur ce panel d'études, représente 45% du montant total. Donc c'est des dons qui sont intéressants, hein, puisqu'ils permettent de sécuriser le financement, et après, il faut bien sûr que fidéliser ce type de dons.
Ce qu'on peut observer aussi dans ce baromètre, donc là je reviens uniquement sur les dons ponctuels, donc on a vu qu'on était dans une stagnation en 24 par rapport à 23, et on voit que depuis 2013 on est quand même dans une timide progression. Donc, je l'ai dit en début de 17 à 2018, il y a eu le passage de l'IFI à l'ISF, pardon, à l'IFI qui a fait en sorte, qui a malheureusement fait une chute du montant des dons. Et la petite flèche que vous voyez, oui, exception. Et donc là, je suis en don hors urgence médiatisée, donc les dons qui étaient topés Covid, mais on a vu en période Covid en 2020 qu'il y a eu des dons sur des causes qui n'étaient pas immédiatement liées au Covid. Ça a aussi drainé la générosité par ailleurs plus forte. Donc, si on zoome un peu sur les dons ponctuels, on regarde, donc là, c'était en montant, mais malheureusement, et donc là, je suis plutôt à voir l'évolution en nombre de dons ponctuels, et là, c'est une évolution baissière depuis plus de 10 ans. On est en 24 par rapport à 23, on est dans une baisse de près de 3%. On a perdu en volume de dons 20% en 10 ans. Et donc, vous me direz, voilà, le montant total, on augmente ou est flat, le nombre diminue et c'est lié à l'augmentation du don moyen qui est en augmentation constante depuis 10 ans. Et on est aujourd'hui en estimation sur ce panel à un don moyen de 100 euros. On a passé la barre des 100 euros en 24 sur les dons ponctuels en moyenne. Là, je fais un zoom comme Jörg à partir de cette étude sur l'essor du digital qui se poursuit. Là, je suis donc sur les montants des dons ponctuels en ligne sur 10 ans. On voit une explosion 19-20 liée au contexte des confinements liés à la crise Covid, où à la fois les organisations se sont rapidement organisé ou en tout cas ont accéléré leur digitalisation de communication des collectes de dons, et les Français ont pris le pli dans leur vie quotidienne du digital. Et là, on est en 24 par rapport à 23, une reprise aussi forte de cette progression à 8,4%. Et comme tout à l'heure par rapport au PA et DP, donc là, si on voit le poids des dons ponctuels issus du digital par rapport au offline, en 2019, ce poids était de 20% et en 24, on dépasse les 30 avec 33% du montant des dons qui viennent du don en ligne. Là, je vais faire une petite séquence. Donc, on a parlé des dons ponctuels. Là, je vais zoomer rapidement sur qu'est-ce qui se passe sur la collecte par prélèvement automatique. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une progression en montant constant. Donc, en 24, c'était une progression de 4,4%. Elle est quasi similaire aux 2 dernières années, 23 et 22. Une donnée aussi intéressante qui est une particularité actuelle en France, je ne sais pas si on a la même chose en Suisse, mais on a une progression constante du face-à-face dans les dons par prélèvement automatique. Là, ce qu'on peut regarder, c'est donc la part des dons par prélèvement automatique issus du face-à-face depuis 10 ans. On voit que donc en 24, c'est 32%, c'était 25% en 2015. J'avais une question pour Jörg. Vous avez, vous, cette technique de collecte de dons qui évolue favorablement en Suisse? Euh, c'est la face à face. Oui, le street marketing. Oui, ça a pris une croissance pendant les dernières années, spécialement pour attirer des nouvelles donateurs et donatrices. Euh, mais généralement, c'est seulement une addition pour les autres
type de collection comme parmi les lettres ou en ligne. Mais j'ai pas des chiffres comme celle-ci pour dire spécialement combien des personnes sont attirées avec cette type de collection. Merci. Et enfin, on est là sur ce panel où on agrège, comme je vous l'ai dit, les données de 57 organisations. On n'est pas sur la partie dédupliquée. Donc là, ce qu'on compte, ce qu'on observe, c'est les nouveaux donateurs par organisation du panel. Et donc, en cumulé, on voit qu'on n'est pas dans une super tendance. Euh, on a une tendance globale, mais en 2024, on a un petit sursaut positif. Donc voilà, on ne sait pas si ça va durer. En tout cas, les organisations d'intérêt général qui collectent s'en mettent en ordre de bataille pour inverser cette courbe pour aller chercher de nouveaux donateurs. Mais on voit bien que depuis 10 ans, on voit que c'est assez compliqué. Un petit résumé, mais vous aurez les slides sur les chiffres de 2024 par rapport à 2023 que j'ai pu vous commenter dans cette étude. À retenir, on est une croissance timide, on a une poursuite du prélèvement automatique, on est dans une stagnation de la collecte en dons ponctuels. On est dans la poursuite du digital, dans la part de ce que représente le digital dans le montant des dons ponctuels. Et signe ou pas, moi je suis plutôt optimiste, comme je pense que vous l'avez vu, on a un petit signe encourageant de légers rebonds du nombre de recrutés par organisation. Voilà, on fait une autre étude dans fin d'année où on déduplique les donateurs au sein de ce panel, mais là, pour le coup, on n'est pas là-dessus, donc on regarde un peu plus finement si ce sont réellement des primo-donateurs et pas des donateurs donnés à d'autres organisations. Ce webinaire touche à sa fin. Oui, il y a beaucoup de questions. On avait un programme chargé, on le savait, avec Lucie en organisant. Malheureusement, on a ce temps contraint, Jorg aussi, et je voulais encore remercier Jorg, parce que il faut le dire, vous êtes en vacances et vous avez accepté de prendre ce temps pour venir nous analyser les tendances en Suisse, pardon, où pour nous c'est très très intéressant, enrichissant de aussi voir les similitudes. Il y a quand même beaucoup de similitudes, le digital, les donateurs qui sont âgés, on voit aussi certaines particularités de votre début. J'espère que l'année prochaine, on aura plus de pays européens où on croisera. On fera peut-être un programme moins gourmand pour peut-être avoir le temps, désolé, de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller sur le site France Générosité. Je voyais une question sur les 35% que j'ai cité des donateurs qui ne déclarent pas leurs dons. C'est issu d'une étude que l'on a fait par sondage. Vous aurez cette référence de l'étude dans la synthèse du panorama que j'ai déjà cité et dont je vous ai donné le lien. Un grand merci à vous d'avoir été si nombreux. Jorg, vraiment, vraiment, voilà. Et on va poursuivre nos échanges. Ça a été qu'un début, j'espère. Et merci. Oui, merci beaucoup de ma part aussi pour l'invitation euh, et aussi merci beaucoup pour la patience avec ma langue. Non, Parce que votre français est parfait. c'était Et non, non, non. Et merci c'était d'avoir joué le jeu. un vrai défi pour moi, mais je Défi crois relevé que haut la main. c'était aussi pour moi très intéressant d'apprendre quelque chose sur la générosité en France et j'espère qu'on a la chance de faire des échanges plus stables et euh, oui, plus bien basés avec des dons en futur et je crois
études comme avec ERNOP, c'est bien Ouais, pour cette cause. Merci beaucoup. merci. Au revoir.